Et puis ensuite les Uruguayens qui sont venus vivre chez nous. Non, d'abord les Chiliens. Oui, 73, les Chiliens d'abord. Et ensuite, ils sont venus habiter chez nous, à Rony-Bois-Perrier, pour ceux qui ont connu peut-être cet appartement, où il y avait tout pas mal aussi des PVP, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui étaient dans un appartement. Et Rodolfo Matarol est arrivé après, au moment où aussi était arrivé Solano Hipólito Yrigoyen, qui avait été victime à 2 reprises d'attentats de la AAA en Argentine. Et donc on s'est occupé à la maison. Aussi on a reçu les gens de la... Je me souviens que François Gèze était venu avec Rodolfo Matarol à la maison, et ils avaient commencé à discuter pour la création du Grupo Solidario con el Pueblo Argentino en Lucha, le GSPLA, dont mon père était un des cofondateurs aussi, avec ma mère. Donc, d'une certaine façon, ce que j'ai étudié après, je l'avais vécu sur le moment même. C'était assez intéressant, puisque un jour, je me souviens toujours, il y a eu je ne sais plus si c'était un Uruguayen ou c'était la famille Gatti ou un autre qui était venu et qui racontait à mon père, je devais avoir 13-14 ans, et qui racontait à mon père comment il avait été torturé. Et comment alors mon père prenait des notes, etc. Et moi j'étais à côté. Et à un moment dans la discussion, la personne qui était là me regarde mon père et il me dit: mais est-ce qu'il a le droit d'écouter ce que je suis en train de dire là? Parce qu'il écrivait comment il avait torturé. Et mon père dit: non, il n'a pas le droit. Il doit écouter. Je devais écouter. Et quelque part, ça a structuré cet intérêt et cette envie de savoir qu'est-ce qui s'était passé en Argentine, en Uruguay, au Chili, au Paraguay, en Bolivie, parce qu'en même temps, Liberfort aussi tombait à la maison. Et on les recevait avec les peintres argentins de la Nueva Figuración. Roberto Maidana et d'autres étaient des amis aussi. Donc, tout le monde est passé à la maison. Tout le monde. Il dormait chez nous, par terre, et puis après, il partait à Rony-Bois-Perrier, il passait par le 7 rue Leclerc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être quelques-uns d'entre vous sont passés à la maison. Et moi, après, je les prenais par la main, et puis je les amenais dans les hôpitaux aussi. C'est-à-dire que j'avais aussi cette tâche d'aller accompagner les gens dans les hôpitaux quand ils avaient été torturés, et je les laissais sur place parce qu'ils ne savaient pas où aller. Donc, et je voulais aussi transmettre je fais partie du collectif argentin pour la mémoire, et transmettre aux camarades uruguayens la plus profonde solidarité du collectif argentin pour la mémoire, parce que nous réunissons ici aussi. Donc, nous sommes dans un espace commun. Et je voulais dire aussi que hier, j'étais dans une réunion de solidarité avec le peuple rwandais. Le Rwanda, c'est le dernier génocide, le crime la destruction des Tutsis du Rwanda. C'est le dernier génocide du XXe siècle. Et il y avait un ministre des Affaires étrangères qui était extraordinaire et qui apparaît, c'était M. Juppé. Et qui, face à la commission d'enquête parlementaire sur le génocide des Tutsis, qu'il y a eu en 94-95, il a dit, et c'est filmé, si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. 800 000 morts en 2 mois et demi. C'est pas mal. Hein? Et on a appliqué les mêmes doctrines militaires qu'on avait appliquées en Amérique latine. J'ai à ce sujet écrit un article sur les crimes contre l'humanité en République française, où justement ça s'appelle « La doctrine française de la guerre révolutionnaire, Indochine, Algérie, Argentine et Rwanda, trajet d'une hypothèse », où justement je décris que c'est le même processus, les mêmes normes, les mêmes formations qu'ont reçues les militaires rwandais, qu'ont reçu les militaires argentins, qui ont après transposé cette doctrine militaire à l'ensemble de l'Amérique latine, et y compris l'ont enseigné aux militaires américains, à Fort Bragg et à Fort Lauderdale. Et ça et c'est présent en Argentine depuis 1951, où on a organisé cet ensemble de pratiques sur le territoire national. Et que la première conférence panaméricaine de lutte anti-subversive est organisée à Buenos Aires en 1964, le gouvernement de Frondizi, et c'est le futur général Bantresque, appuyé par le futur général Anaya, qui organise la conférence panaméricaine. Il y a 2 pays qui ne viendront pas, Cuba et Haïti. Donc, tous les autres pays sont venus et ont envoyé leurs représentants. Tout ça au nom aussi de la sécurité nationale.
Alors je vous conseille de lire le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, publié en France en 2009 par le président Sarkozy, repris en 2013 par le président Hollande, depuis qu'on a réintégré le commandement intégré de l'OTAN, où il est dit que nous sommes en train d'appliquer une doctrine nouvelle, la doctrine de la sécurité nationale. Vous imaginez, on travaille dessus depuis 40 ans, ça adresse un petit peu les cheveux sur la tête, ça fait bizarre de voir... Oui, c'est une vieille nouveauté, et en même temps, on voit réapparaître en France les doctrines militaires françaises contre-insurrectionnelles de l'époque de la guerre d'Algérie dans les revues militaires françaises. Et on revoit les figures du colonel Lacheroy, du général Hogarth, etc., qui étaient des théoriciens de la doctrine de la guerre révolutionnaire française, celle-là même qui a été appliquée en Argentine et dans toute l'Amérique latine. On voit aujourd'hui des articles réapparaître. Je vous conseille de lire la revue du RETEX, c'est une revue militaire officielle, de juin 2013. C'est téléchargeable sur Internet. Juin 2013, revue du RETEX. Centre de doctrine d'emploi des forces. C'est le centre de doctrine d'emploi des forces françaises, et vous verrez que c'est le retour des doctrines militaires contre-insurrectionnelles. Et il y a un livre qui vient de sortir chez Vuibert en 2013 aussi, qui s'appelle Sécurité intérieure, les nouveaux défis, où il y a un général qui s'appelle Vatin Augoire, qui parle du continuum entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, crise extérieure, crise intérieure, et qui, au nom de la défense de la sécurité nationale, va impliquer une militarisation des forces de police et une policiarisation des forces militaires. 2013, édition Vuibert, la grande maison d'édition du droit. La préface de l'ouvrage, 2013, Manuel Valls. Bon, nous sommes dans une drôle d'époque, n'est-ce pas? À quoi ça sert justement l'histoire, si ça devient le présent? C'est là où parfois j'ai du mal à me réveiller ou m'endormir. J'aimerais bien m'endormir plutôt. Mais j'ai des cheveux dressés sur la tête lorsque il y a un mélange qui se fait aujourd'hui de discours autoritaires. On est en état d'urgence, loi 1955, on prépare des opérations de police militairement menées, lutte contre le terrorisme, opérations extérieures. Il ne manque plus que Guy Mollet. Il est là. Ben voilà. Il ne manque plus que Guy Mollet, le président socialiste qui a balancé les paras sur la Casbah d'Alger pour lutter contre le terrorisme du FLN dans une opération de police. Et on y est. Et on y est. Alors, solidarité avec le peuple argentin, oui. Solidarité avec le peuple uruguayen, oui. Avec le peuple chilien, oui. Et peut-être, bientôt, solidarité avec le peuple français. Et là, ça va commencer à devenir du concret et du réel aussi. Parce que l'histoire, c'est le présent. Il y a des terrains qui sont les récepteurs de ce qui arrive. Par exemple, pour le plan Condor, j'ai ouvert des archives. Le projet, les doctrines militaires françaises de lutte contre l'ennemi intérieur, ce plan Condor, lorsqu'on regarde ce qu'avait fait Vucetich, je ne sais pas si vous le connaissez, le créateur des fiches dactyloscopiques argentin dans les années 1891-92, créateur de la première empreinte, carte d'identité avec empreinte digitale. Bon. En 1905, il fait une conférence il réunit les chefs de la police de Buenos Aires, de La Plata, capitale de la province de Buenos Aires, de Santiago de Chile, Montevideo, Asunción de Paraguay, Rio de Janeiro. Non, Sao Paulo. Pardon. Et que se passe-t-il? Eh bien, ils essayent de créer un fichier du délinquant récidiviste, et il y a une catégorie qui s'appelle délinquant subversif. On est en 1905. En 1920, il y aura une même conférence, c'est-à-dire ce seront les ministres de l'Intérieur de République argentine, Chili, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Pérou, Brésil, lutte contre
de délinquants subversifs marxistes, les 3 ans après la Révolution. Et on est en 1920. Et tout ça au nom de la défense de la sécurité nationale. Doctrine nouvelle, disait le président Sarkozy. On trouve dans la loi de résidence d'Argentine de 1899, on a le droit de renvoyer dans leur pays d'origine les immigrés responsables d'atteinte à la sécurité nationale lorsqu'ils font grève. Imaginez que cette loi a été aussi appliquée jusqu'à fort tard, dans les années 60-70, et imaginez que vous êtes un militant syndicaliste de 1922-23 en Argentine, et on vous renvoie en tant qu'Italien dans votre pays d'origine. Et vous descendez du bateau, avec des chemises noires qui vous attendent avec des barres de fer et de 4 litres d'huile de ricin à la descente du bateau. Ou on vous renvoie en 1922-23 sous la dictature du général Primo de Rivera en Espagne parce que vous êtes d'origine espagnole. Et l'immigration, aussi des immigrés, où est-ce qu'on va les mettre ceux-là aussi dans quelques temps? Parce que dans le nouveau fichier qu'on est en train de créer, figure l'origine des parents. Hein, ce nouveau fichier. D'où ils viennent les parents? Ce qui figurait déjà dans le fichier de Vucetich, par ailleurs. Vous voyez, Vucetich, qui était le créateur du fichier. Il est arrivé, il avait 25-28 ans, de Croatie, il est arrivé de l'île de Var, où il c'était la misère, il est arrivé à Buenos Aires, après il est allé à La Plata, il a été intégré à la police scientifique de La Plata. Et il a travaillé sur le premier empreinte digitale à partir de Herschel, etc., tous les spécialistes des empreintes digitales. Et il crée la première fiche dactyloscopique, qui était la paix dans les commissariats. Puisque avant, imaginez que vous êtes le 1er mai en train de faire un défilé à Buenos Aires ou à La Plata, et puis brusquement charge les Cosaques, ce qu'on appelait les polices montées fédérales, qui arrivent, on commence à tirer, on commence à couper là-dedans, et puis on tire à la mitrailleuse dans la manif, et puis en même temps, il y a de la manif aussi, ils ne savaient quoi répondre, ils tiraient un petit peu aussi, de temps en temps, et tout ça, ça se retrouve au commissariat. Et il fallait déshabiller les femmes pour faire des identifications des grains de beauté, etc., etc. Et on utilisait la picane à l'époque. La picane, c'était de la batterie avec 2 électrodes pour calmer les animaux et les orienter dans les abattoirs. C'était ça, la picane. Ce qu'après est devenu, lorsque Buenos Aires s'est électrifié, et grâce à cette superbe compagnie qui s'appelait la section spéciale qu'a créée le général Perón, je crois, avec l'Andrija Yamoresano et un croate qui avait du côté qui avait fait un collaborationniste de l'époque de la Croatie collaborationniste, ils avaient créé la section spéciale. Et là, c'était là où on se branchait directement sur le secteur. Bon, et c'était la section spéciale. Mais bon, donc là, on organisait quand même une forme de répression spécifique qui existait. Il y a un terrain pour recevoir cette doctrine française. Il ne faut pas oublier qu'il y a des terrains nationaux. Pour que ça revienne en France, il y a un terrain national. Pour que ça s'intègre sur le terrain argentin, il y avait de la répression en Argentine. Il y avait de la répression en Uruguay, il y avait de la répression au Paraguay, il y avait de la... Et là-dessus, ça se greffe. Il y avait une question sociale qui se posait. Et les doctrines militaires ne pouvaient se greffer sur ce terrain. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que font ces doctrines militaires lorsqu'elles s'appliquent. En effet, elles rationalisent. C'est un management d'État. Et là, on a un système d'entreprise qui se crée pour gérer de la violence d'une autre manière que ce soit efficace. D'où le retour de la doctrine militaire française dans le cadre de la réintégration de la France dans l'OTAN, que De Gaulle avait quitté en 1966. Et quand on réintègre l'OTAN, le commandement intégré, qu'est-ce qu'on fait? On bombarde la Libye. Et on bombarde avec les Anglais la Libye. Résultat, eh ben, il y a des masses de trafic, des main-d'œuvre qui passent, la Méditerranée, les gens sont obligés de payer pour se retrouver en Europe, etc., etc. Et on déstabilise tout ce qui se passe autour de l'Europe au nom de la sécurité nationale. Donc on se retrouve, et on intervient en Irak, et on intervient en Syrie. Comment être solidaire? On voit que la législation était sociale,